Pendant des années, j'ai travaillé dans une entreprise qui prétendait valoriser l'innovation et les talents uniques, jusqu'au jour où les ressources humaines ont décidé que j'étais superflu. Elles m'ont licencié en m'accusant de travailler pour la concurrence, sans prendre la peine de se demander pourquoi leur infrastructure continuait de fonctionner malgré les coupes budgétaires et l'abandon du département de la sécurité. Elles m'ont qualifié de remplaçable jusqu'à ce qu'elles découvrent le contraire de la pire des manières. Helix Systems voulait être le bureau du futur, des murs de verre, des sols blancs presque cliniques et des plantes artificielles stratégiquement placées pour un effet minimaliste. Ce matin-là, j'en étais à peine à mon premier café quand j'ai reçu une convocation inattendue. Entretien de mise au point, Didier Harel. 15 minutes. Sans détail, sans contexte. Ce genre de rendez-vous n'annonce jamais rien de bon. Quand je suis entré dans la petite salle de réunion, Didier Harel, le représentant des ressources humaines, était déjà assis avec cette expression douce et fausse qu'arborent ceux qui aiment détenir un peu de pouvoir. À ses côtés se trouvait Noémie Terral, du service de la conformité, son ordinateur portable ouvert et les doigts prêts à taper chaque mot. Aucun des deux ne souriait vraiment, ils affichaient seulement ce sourire tendu de ceux qui se croient en charge. « Bonjour, Adrien », a dit Didier de ce ton prétendument aimable. « Il y a quelques préoccupations dont nous devons discuter. » Je n'ai rien dit. J'ai découvert que le silence met les gens comme lui plus mal à l'aise que n'importe quelle réponse. Il a tourné sa tablette vers moi. Il y avait une photo floue prise devant le bâtiment de Veritus Dynamics. Un concurrent. On me voyait entrer avec un sweat à capuche et mon sac à dos sur l'épaule. C'était bien moi. Nous avons confirmé que cette image est authentique, a ajouté Noémie sans lever les yeux de son clavier. Peux-tu expliquer pourquoi tu entrais dans les bureaux d'une entreprise rivale ? On m'a demandé une session de conseil ponctuelle, ai-je répondu. Travail non concurrentiel, uniquement les week-ends, tout est documenté. Didier s'est adossé à sa chaise, tentant d'adopter une posture autoritaire. Notre politique interdit les emplois externes qui pourraient interférer avec les intérêts d'Helix. Même l'apparence de conflit est inacceptable. Il adorait répéter cette phrase. Apparence de conflit signifiait qu'il n'avait pas besoin de preuves, les soupçons et son propre jugement lui suffisaient. Cette phrase ne figure pas dans la politique que j'ai signée, ai-je répliqué. J'ai le PDF et la date de modification. Didier a ignoré ma remarque. Tu t'exposes à des poursuites judiciaires. Cela pourrait être interprété comme une divulgation de propriété intellectuelle. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, mais j'ai gardé une voix ferme. Je n'ai rien pris, ni utilisé de matériel de l'entreprise. Il n'était pas là pour écouter. Tu es ici depuis 3 ans, Adrien, a-t-il continué. Tu es bon, mais tu es remplaçable. Peut-être as-tu perdu de vue l'importance de la loyauté à la marque. Ce mot, remplaçable, arrive toujours juste avant que quelqu'un ne commette une erreur. Je me suis penché en avant. Si je suis si remplaçable, ai-je dit, essayez de faire tourner l'authentification pendant une semaine sans moi. Noémie a cessé de taper. Didier a cligné des yeux, surpris. Son sourire en plastique a disparu. Il a pris un dossier et a fait glisser un document vers moi. Ton contrat de travail est rompu avec effet immédiat. Tu recevras le solde de tes congés payés. Tu peux contester en suivant la procédure habituelle. Parfait, ai-je dit en signant sans hésiter. Je n'allais pas supplier pour garder une place dans une entreprise qui avait déjà décidé de se débarrasser de moi. Didier a appelé la sécurité. Ils vont t'accompagner pour récupérer tes affaires. Excellent service, ai-je répondu. L'agent de sécurité semblait plus mal à l'aise que moi. Nous avons traversé l'open space en silence. Certains employés faisaient semblant de travailler tout en jetant des regards furtifs. D'autres ne se cachaient même pas, je sentais leurs yeux suivre chacun de mes pas. Mon bureau était comme toujours, un écran rempli d'onglets, un carnet avec des schémas, une vieille tasse avec la phrase « Vous n'avez pas les autorisations suffisantes » et un cactus étonnamment vivant. J'ai rangé la tasse dans mon sac à dos. J'ai fermé le carnet et pris mon sweat, laissant le cactus là comme s'il continuait de surveiller mes heures supplémentaires. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a chuchoté Nicolas Morin, un ingénieur freelance qui travaillait à proximité. « Rien d'inquiétant, lui ai-je dit. Souviens-toi juste de maintenir tes sauvegardes à jour. » Il m'a regardé, confus, peut-être inquiet, mais ce n'était pas le moment des explications. L'agent attendait près de l'ascenseur.
Quand les portes se sont fermées, j'ai pu voir mon reflet avec l'espace de travail en arrière-plan. Tout le monde faisait semblant de m'ignorer tout en chuchotant. J'ai eu un rire silencieux. Aucun d'eux ne comprenait à quel point tout était fragile sans moi. J'étais le seul à vraiment connaître ces entrailles numériques. En arrivant dans le hall, j'ai rendu mon badge. Mon téléphone a vibré. Un message de Rosalie Vendon, on maintient pour 15 heures? J'ai répondu, mieux qu'avant. À partir d'aujourd'hui, je suis entièrement disponible. En sortant du bâtiment, la lumière du soleil a rebondi sur les murs de verre. Je me sentais plus léger que jamais depuis des années. Sans badge, sans réunions absurdes, sans gens prétendant posséder mon temps, juste l'air libre et un avenir ouvert. Je m'appelle Adrien Vanel, 34 ans, spécialiste en cybersécurité. Enfin, ex-spécialiste chez Helix Systems. Quand j'y suis entré, je pensais que ce serait le genre d'endroit où l'on construit une carrière solide. Benoît Lemaire, le PDG, m'avait vendu ce rêve lors de mon recrutement. Liberté créative, autonomie, technologie de pointe. Des mots qui sonnent incroyables jusqu'à ce que vous découvriez qu'ils signifient que vous travaillerez seul, sans soutien et sans repos. Au début, il y avait une équipe de 8 personnes à la sécurité, des gens compétents, engagés. Notre canal interne était un chaos contrôlé, fonctionnant jour et nuit. Nous gérions l'authentification, la surveillance du réseau, la protection des appareils et tout ce qui empêche une entreprise de finir dans les journaux à cause d'une attaque. Mais la restructuration est arrivée. Ils n'ont jamais appelé ça des licenciements. Ils disaient que c'était une optimisation des ressources. Maintenir les apparences était important pour eux. En un après-midi, ils ont éliminé la moitié de l'équipe. Benoît m'a assuré que c'était temporaire, un passage à vide financier. Au trimestre suivant, l'autre moitié a également disparu. Il ne restait plus que moi et un freelance qui a finalement démissionné quand les ressources humaines lui ont refusé une augmentation. Soudain, j'étais tout le département de la sécurité. Tout reposait sur moi, gestion des identités, détection d'intrusions, journaux, alertes et tout ce qui avait un port ou un mot de passe. Il y a eu des semaines où je voyais à peine la lumière du jour. Je rentrais à la maison à 2 heures du matin, dormais 3 heures et me réveillais avec une alerte sur mon téléphone. Mon record a été de gérer 43 incidents en une seule nuit. Je n'oublierai jamais une attaque survenue à 2h43 du matin. Un botnet étranger a saturé notre API de connexion, bloquant l'équilibreur de charge. J'ai mis en place des règles de pare-feu plus strictes, monté un cache temporaire et, en dernier recours, déployé un proxy improvisé sur mon compte AWS personnel. Une folie, complètement hors politique, mais ça a fonctionné. À 4 heures du matin, tout tournait correctement. À 8 heures, j'avais déjà migré le trafic vers l'infrastructure de l'entreprise, démonté le proxy, renouvelé les clés et documenté chaque seconde de l'incident pour l'audit. Le lendemain matin, alors que je finissais à peine mon café, j'ai entendu que Benoît Lemaire faisait un discours lors de la réunion générale de l'équipe. Avec son ton habituel plein d'autosuffisance, il a annoncé que les systèmes d'Helix avaient neutralisé une menace de manière automatique, comme si tout avait fait partie de la stratégie prévue. Mon nom n'est pas apparu une seule fois. Ce n'était pas une surprise, mais ça a quand même fait un peu mal. Une semaine plus tard, les ressources humaines ont décidé de me remercier avec un bon pour une pizza d'une valeur de 5 €. Ce fut le moment exact où j'ai compris comment les choses fonctionnaient vraiment dans cette entreprise. Les dirigeants s'attribuaient le mérite, les RH distribuaient des miettes et nous, les autres, devions dire merci comme si c'était un privilège. À partir de ce jour, j'ai commencé à tout documenter. Chaque configuration, chaque script interne, chaque renouvellement d'identifiant et, bien sûr, toutes les erreurs que personne n'admettait. Tout restait dans le système d'Helix. Je n'ai jamais rien sorti. Je ne prévoyais rien de douteux, je voulais simplement la preuve que les défaillances étaient de leur responsabilité, pas de la mienne. Je savais que tôt ou tard, ils feraient de moi le bouc émissaire de leur propre négligence. Pendant des mois, j'ai répété les mêmes avertissements, manque de personnel, point de défaillance unique, aucune redondance. Je l'ai mis dans des rapports, envoyé des résumés, joint des graphiques montrant comment nous étions à quelques centimètres de l'effondrement. La réponse de Benoît était toujours la même, nous avons peu de marge, mais tu peux gérer ça, Adrien. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'était, tu es seul, à toi de te débrouiller. Il y a eu un moment où le travail a cessé d'avoir un sens. Ce n'était plus de la croissance,
ni un défi, c'était de la pure survie. Je maintenais tout debout, non par loyauté envers l'entreprise, mais parce que je détestais voir des systèmes mal gérés. Je refusais de laisser la paresse détruire quelque chose qui pouvait bien fonctionner. Le pire n'était pas les heures interminables, c'était la fausse gratitude. Je résolvais un désastre critique et il répondait avec des phrases creuses comme l'effort héroïque, engagement envers l'excellence, esprit d'innovation. Cela n'était jamais accompagné d'une augmentation, d'un soutien réel ou d'un plan pour rendre les choses durables. L'évaluation trimestrielle fut une caricature. Benoît souriait comme s'il était convaincu de chaque mot qui sortait de sa bouche. Les contributions d'Adrien Vanel sont inestimables, mais rappelons-nous que l'important est le travail d'équipe. Quelle équipe ? Il n'y avait que moi. C'est alors que j'ai compris le rôle que j'avais vraiment chez Helix. Il ne cherchait pas un département opérationnel, il cherchait un bouclier, un nom à présenter au conseil d'administration pour dire tout est sous contrôle. J'étais ce bouclier, leur filet de sécurité. Alors j'ai fait ce que tout ingénieur fait quand il voit qu'un système est sur le point de s'effondrer, je me suis préparé à la panne. Chez moi, j'ai commencé à tenir un carnet à part. Rien qui ne compromette l'entreprise, juste des modèles génériques, des schémas abstraits, des listes de dépendances dépersonnalisées et des procédures d'urgence applicables à n'importe quelle organisation. Pas d'adresse IP, d'identifiant ou de diagrammes internes, juste des concepts. Si un jour tout explosait, je voulais être en paix avec moi-même. Je ne suis pas parti tout de suite, même s'il ne restait plus grand-chose pour rester. Une partie naïve de moi espérait que Benoît comprendrait le risque réel, qu'ils embaucheraient du personnel, qu'ils alloueraient des ressources, mais ce qu'ils ont fait, c'est réduire le budget. À ce niveau, même le personnel de nettoyage savait que j'étais le type qui ne part jamais. Je n'étais pas rancunier, simplement épuisé, fatigué de me battre, fatigué de soutenir une culture qui croyait qu'un bon de pizza équivalait au respect. Quand les ressources humaines m'ont appelé pour cet entretien de mise au point, je savais parfaitement ce qui allait arriver. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient sur le point de licencier la seule personne qui maintenait debout leur fragile infrastructure numérique. Ils l'apprendraient à leurs dépens, car avant d'arriver à ce licenciement improvisé entre des murs de verre, tout chez Helix commençait déjà à sentir le déclin. Les gens faisaient semblant d'être occupés pendant que les 2 ou 3 mêmes personnes soutenaient des départements entiers qui n'existaient même plus. À ma 3e année, je travaillais 60 heures par semaine pour combler les lacunes de départements entiers qui avaient disparu lors des coupes budgétaires. C'est alors que j'ai décidé d'agir de mon propre chef, en me rendant à un congrès de cybersécurité à Chicago. Helix avait gelé les voyages pour les conférences, alors j'ai tout payé de ma poche. C'était un événement modeste dans un salon d'hôtel avec des chaises pliantes et du café brûlé. J'ai donné une courte présentation sur la gestion d'incidents avec des ressources limitées. Y assistaient surtout des professionnels comme moi, des gens essayant d'empêcher leur système de s'écrouler. À la fin, une femme s'est approchée. Elle s'est présentée comme Rosalie Vendon, responsable de la sécurité chez Veritus Dynamics. J'avais entendu parler de cette entreprise. Bonne ambiance, architecture propre, culture technique solide. Rosalie n'a pas perdu de temps en compliments vides. « Tu as fait tout ce travail seul ?» m'a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu. « L'entreprise a licencié tout le monde sauf moi. »« Alors, tu dois vivre au bureau. »« Plus ou moins. » Elle a eu un bref rire. « Serais-tu intéressé par des missions de conseil les week-ends ? Rien de concurrentiel. Quelqu'un avec ta tête nous serait bien utile. » Je lui ai dit que je vérifierais d'abord mon contrat. Ça lui a plu. Elle n'avait pas cette attitude de recruteuse agressive, mais celle d'une professionnelle directe et respectueuse. Ce soir-là à l'hôtel, j'ai examiné les politiques d'Helix. La clause sur les emplois externes interdisait uniquement les activités concurrentielles ou préjudiciables à l'entreprise. Veritus travaillait dans le conseil en sécurité. Helix offrait des solutions logicielles. Il n'y avait pas de conflit. J'ai sauvegardé le PDF, vérifié les dates, tout confirmé et j'ai accepté. Ce premier week-end dans leur environnement de test m'a surpris. Documentation claire, ticket avec un contexte réel. Personne ne m'écrivait à 2 heures du matin pour demander comment redémarrer un serveur. J'ai senti pour la première fois depuis longtemps qu'ils traitaient mon travail avec professionnalisme. J'ai commencé par de petites tâches, nettoyer du code, automatiser les renouvellements de certificats, améliorer les tableaux de bord de surveillance.
Les choses qui évitent les incendies futurs. Et le plus important, il m'écoutait. Chez Elix, mes avertissements étaient ignorés. Chez Veritus, quelqu'un répondait, « Parfait, je corrige ça aujourd'hui même. » Cela m'a rappelé pourquoi j'avais choisi cette carrière, pour résoudre des problèmes, pas pour gérer l'incompétence. Le deuxième week-end, Rosalie m'a ajouté à leur Slack interne. Elle m'a présenté comme le type qui maintient n'importe quelle entreprise en vie malgré la direction. La moitié était une blague, l'autre moitié, malheureusement, était vraie. Pendant cette période, mes week-ends se sont transformés en quelque chose de complètement différent de ce que je vivais du lundi au vendredi. C'était comme s'il existait deux mondes parallèles, l'un fonctionnel, clair et raisonnable, et l'autre qui avançait vers sa propre ruine. Chez Veritus, chaque processus se déroulait avec une fluidité surprenante. La communication était directe. Les gens discutaient ouvertement sans crainte de représailles et toute erreur était identifiée et corrigée en quelques minutes. Même ce qui semblait complexe devenait une procédure claire grâce à la coopération constante. Quand ils m'ont demandé de l'aide pour améliorer leur runbook de sécurité, j'ai fini par les organiser d'une manière que n'importe qui dans l'équipe pouvait suivre. J'ai éliminé le jargon inutile, les étapes redondantes et n'ai laissé que des instructions pratiques, spécifiques et utiles. C'était un environnement où la connaissance circulait, elle ne se cachait pas. Mais chaque dimanche soir, à peine me souvenais-je que le lundi approchait, je sentais cet équilibre se briser. Le contraste devenait insupportable quand il fallait retourner chez Elix. Là-bas, la structure semblait solide de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout tenait par des fils fragiles. L'atmosphère devenait chaque jour plus tendue, comme si le bâtiment entier respirait l'inconfort. Les gens marchaient avec prudence, mesuraient leurs mots, évitaient les questions. Rien n'était dit ouvertement, mais les soupçons flottaient dans l'air. On les remarquait dans les silences, dans les regards rapides qui se détournaient quand quelqu'un passait. C'était une sorte de paranoïa d'entreprise déguisée en efficacité. Au milieu de ce climat chargé, un jour, j'ai reçu un message inattendu de Noémie Terral, qui travaillait à la conformité. Elle me demandait un audit d'ordinateur portable prétendument aléatoire. Il a suffi de le lire une fois pour comprendre que ce n'était pas une coïncidence. De tous mes collègues, j'étais le seul à avoir reçu cet email. Elle n'avait pas besoin de le dire. L'intention n'était pas technique, elle était personnelle. C'était la manière la plus élégante qu'Elix avait trouvée pour me faire savoir qu'il me cherchait des noises. 24 heures plus tard, un autre message est arrivé, signé cette fois par Didier Harel. L'objet disait de rappel amical sur la loyauté, mais le contenu n'avait rien d'amical. C'était un texte rempli de phrases d'entreprise creuses, déguisant un avertissement direct sur l'engagement, les valeurs institutionnelles et les possibles conflits d'intérêts. Il était clair qu'ils ne me faisaient pas confiance, bien que je ne leur ai jamais donné de raison valable de me soupçonner. J'ai fermé l'email sans répondre. Je n'avais pas à me justifier pour un théâtre qu'ils avaient eux-mêmes construit. J'avais toujours maintenu mes responsabilités complètement séparées. Deux équipes distinctes, deux réseaux distincts, deux VPN qui ne se mélangeaient jamais. J'avais pris le temps d'installer un routeur exclusif pour le travail de Veritus, afin que l'ordinateur portable d'Elix ne touche jamais ce réseau. Tout était en règle, documenté et conforme aux politiques les plus strictes. Et le paradoxe, c'est que je ne cachais même rien. Je suivais simplement les règles avec plus de précision que quiconque chez Elix. Malgré cela, l'atmosphère chez Elix se resserrait de jour en jour, comme si quelqu'un avait lentement tourné une vis invisible autour de moi. Ils ont commencé à m'exclure des réunions où j'avais toujours été. Mes rapports étaient édités et raccourcis jusqu'à ce qu'il semble que j'exagérais les risques, et les conversations informelles dans les couloirs s'arrêtaient brusquement quand je passais à proximité. C'était comme si ma présence rappelait à tous un problème que personne ne voulait affronter. Un après-midi, alors que je vérifiais des logs, Benoît Le Maire s'est approché de mon bureau, s'est appuyé sur le bord et a dit d'un ton ambigu, « Tu travailles trop. Ne te crame pas. » Il a essayé de faire passer ça pour un conseil, mais tout ce qu'il a transmis était un avertissement déguisé. Je suis resté à regarder l'écran, me demandant s'il avait lui aussi entendu des rumeurs ou s'il ne faisait que répéter quelque chose qui venait d'en haut. En parallèle, ma situation financière devenait inconfortable. Le loyer a augmenté juste au moment où Elix a décidé de compenser notre effort avec de petits bonus qui ne servaient à rien. Un soir, en parlant avec mon ami Nicolas Morin, mi-sérieux, mi-plaisant, je lui ai dit, soit Elix m'augmente, soit Veritus le fera en premier.
Il a ri, mais nous savions tous les deux que derrière cette blague se cachait une grande part de vérité. Veritus payait ce que le travail valait. Elix offrait des bons comme si c'était un geste noble. Au 4e week-end, la situation chez Veritus restait un havre de paix pour moi. Ce samedi-là, Rosalie Vendon m'a demandé de l'aide pour vérifier quelques processus avant un audit interne. J'ai préparé une checklist complète, structurée, et écrit des scripts automatiques qui facilitaient la vérification de plusieurs points critiques. Quelques heures plus tard, elle m'a répondu « Ça nous fait gagner une semaine entière ». Et elle avait raison. En une seule journée, j'avais apporté plus à Veritus qu'en plusieurs mois chez Elix, où la bureaucratie entravait toute initiative. Cependant, le lundi suivant, à peine avais-je franchi la porte d'Elix que j'ai remarqué que quelque chose avait définitivement changé. Des personnes qui discutaient auparavant avec moi en se servant un café baissaient maintenant le regard ou se taisaient dès que j'apparaissais. En me dirigeant vers mon bureau, j'ai entendu Noémie Terral lors d'un appel prononcer mon nom d'un ton qui ne laissait aucune place au doute. Quelque chose se tramait en coulisses. Quand je suis passé devant le bureau de Didier Harel, il a levé les yeux et a lâché « J'espère que tu restes concentré, Adrien ». Il l'a dit avec un sourire qui se voulait léger, mais son regard n'avait rien d'amical. C'était le genre de commentaire qui ne cherchait pas à informer, mais à intimider. À ce moment-là, j'ai su que quelqu'un avait parlé. Peut-être m'avait-il vu près du bâtiment de Veritus, ou peut-être qu'une rumeur avait commencé à enfler sans contrôle, mais je n'avais rien fait de mal. Mon contrat avec Veritus était légal. Mes tâches étaient claires et mon comportement était professionnel. Je ne trahissais personne. Je faisais simplement le travail qu'Elix ne me permettait pas de développer, et je le faisais avec la reconnaissance qu'il ne m'avait jamais donnée. Mais l'équilibre entre les deux mondes était déjà en train de se fracturer. Les week-ends étaient mon espace de sécurité, des systèmes bien conçus, des gens compétents, des processus clairs. Du lundi au vendredi, en revanche, je portais le sentiment de soutenir une structure qui s'effondrait. Il était inévitable que quelque chose finisse par se briser. Ce fut la fin de cette étape, le point exact où tout a commencé à basculer vers l'effondrement. Après ce moment, les réunions sont devenues froides, les emails plus calculés, les couloirs plus silencieux. Les escaliers semblaient plus longs, comme si le bâtiment pesait sur mes épaules. Je ne le savais pas encore, mais le compte à rebours vers mon entretien de mise au point avait déjà commencé. Le jour est arrivé et c'est ainsi, juste après mon licenciement, que j'ai reçu le message de Rosalie Vendon. Je ne suis pas sorti directement vers le parking. Je suis resté dehors, devant les portes automatiques, laissant le soleil me nettoyer du poids de l'air vicié que j'avais respiré pendant des années. À quelques mètres, le logo chromé d'Elix brillait sous le soleil, comme s'il tentait encore de projeter une image moderne et solide. Mais je connaissais la vérité. Ce n'était qu'une façade, un mensonge poli par le marketing. Un agent de sécurité près de l'entrée m'a observé avec une certaine incertitude. Il ne savait pas s'il devait m'accompagner ou m'empêcher de revenir. Je lui ai fait un signe de la main. Tout va bien. Je ne compte pas emporter ne serait-ce qu'un trombone. Il a respiré, soulagé, et est retourné à l'intérieur du bâtiment. La rue était vivante. Le bruit des voitures, l'odeur des food trucks, les conversations rapides qui se croisaient entre les gens. Pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais pas aux alertes critiques, aux correctifs de sécurité, aux vulnérabilités en production ou aux rapports que personne ne lisait. J'étais juste un type debout sur le trottoir avec un sac à dos, une tasse et aucun emploi. C'était une image aussi simple que saisissante. Quand je suis arrivé au parking de Veritus Dynamics, j'avais déjà fait le changement mental. Elix était un chapitre clos. Le bâtiment de Veritus n'avait pas de mur de verre artificiel ni d'éclairage parfait pour les photos d'entreprise. Il était fonctionnel, direct, honnête. En franchissant l'entrée, la réceptionniste m'a souri avec une amabilité qui semblait authentique. Vous devez être Adrien. Rosalie vous attend. À peine avais-je fait quelques pas que j'ai pu sentir la différence. Les conversations étaient naturelles. Les gens posaient des questions avec un réel intérêt, pas par obligation, et personne ne semblait marcher sur un fil. Rosalie m'a trouvé dans le couloir avec une tablette dans une main et un café dans l'autre. Tu as l'air plus léger, a-t-elle commenté avec un sourire sincère. Je me suis débarrassé de quelques kilos de bureaucratie, ai-je répondu. Rosalie a eu un bref rire, authentique. Viens, je veux te montrer quelque chose.
Elle m'a conduit à la salle des opérations. Il y avait d'énormes tableaux de bord, des graphiques en temps réel, des flux clairs, des alertes raisonnables, pas ces absurdités qu'Elix accumulait sans révision. Les systèmes fonctionnaient comme des horloges suisses, chaque engrenage à sa place. Voilà à quoi ressemble un environnement sain, a-t-elle dit. Pas d'incendie, pas de drame constant. Observer ces écrans m'a rappelé ce que c'était que de travailler dans un endroit bien géré. Rosalie a continué, on aurait bien besoin de quelqu'un qui comprend ce qu'est le chaos. Disponibilité à temps plein. J'ai souri sans trop réfléchir. Effectif, dès aujourd'hui. Rosalie m'a tendu un badge visiteur. On en reparle après le déjeuner. Nous avons des idées qui vont t'intéresser. Cet après-midi-là, j'ai accompagné plusieurs ingénieurs. Ils ont posé des questions intelligentes, ont écouté, ont débattu sans crainte. J'ai aidé à optimiser un script de rotation des logs et, au lieu de s'en attribuer le mérite, l'ingénieur qui l'a soumis a noté mon nom dans le commis. Ce petit détail a pesé plus que je ne l'aurais cru. C'était de la reconnaissance, de la normalité, du respect. À 16 heures, Rosalie m'a emmené dans une salle spacieuse, éclairée par la lumière naturelle et entourée de vraies plantes. Elle s'est assise en face de moi et a dit « Nous voulons que tu occupes un poste de direction. Cette fois, tu auras une véritable équipe, pas toi seul à soutenir un département entier qui s'effondre. » Je me suis adossé à ma chaise, digérant ces mots. « Vous êtes sûr de vouloir quelqu'un qui a été licencié pour avoir trop travaillé? » « C'est exactement le type de personne que je veux ici, » a-t-elle répondu avec fermeté. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Alors j'accepte. À cet instant, Isée Orlan s'est approché pour me serrer la main. Bienvenue chez Veritus Dynamics, Adrien. En lui prenant la main, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, un sentiment d'appartenance. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas un problème à résoudre ni un risque à contenir. J'étais quelqu'un qui pouvait apporter, diriger et grandir. J'ai signé les documents. Je commencerai lundi. En sortant du bâtiment cet après-midi-là, l'air semblait différent. Il n'était pas lourd, ni épais, ni épuisant, il était pur. À peine sorti du bâtiment, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai vu une notification non lue. C'était un message de Nicolas Morin. Ils disent qu'ils t'ont escorté dehors. Tu vas bien? J'ai répondu sans trop réfléchir, mieux que jamais. Garde ces sauvegardes à jour. J'ai rangé mon téléphone et j'ai continué à marcher tandis que le soleil déclinait et que les tours de verre reflétaient un éclat qui, de loin, semblait sophistiqué, mais qui de près ne montrait qu'une structure creuse. Helix System restait derrière moi, se perdant dans les ombres comme un souvenir dont je ne voulais plus faire partie. Devant moi se trouvait un avenir plus clair, une entreprise qui valorisait vraiment le travail bien fait. En avançant dans la rue, j'ai senti que l'air autour de moi devenait plus léger. Peut-être parce que pendant des années, j'avais été le seul à réellement porter le poids de cette structure qui s'effondrait. Ma première semaine chez Veritus Dynamics, c'était comme entrer dans un univers complètement différent. Absence totale de sourire faux. Pas de ces réunions de masse où l'on répétait des mots vides comme synergie ni de processus improvisés qui se terminaient en chaos. Tout était concret, organisé et efficace. Dès le premier jour, j'ai eu un véritable processus d'intégration. Ils avaient tout préparé, identifiant, accès, guides internes, même une carte imprimée de l'infrastructure avec des annotations claires. L'ingénieur principal m'a montré le flux du pipeline et chaque étape s'emboîtait parfaitement. Personne n'improvisait, personne ne prétendait en savoir plus qu'il n'en savait. À la fin de la matinée, j'avais déjà rencontré toute l'équipe de sécurité, 6 personnes compétentes, préparées, le meilleur de tout, prêtes à travailler ensemble. Lorsque j'ai proposé une amélioration du flux de gestion des incidents, ils l'ont analysé quelques minutes, l'ont testé et l'ont mis en œuvre le jour même. Cette rapidité sans chaos me semblait presque irréelle. Pourtant, une partie de mon esprit continuait d'attendre la vibration d'une alerte d'urgence provenant d'Helix. C'était un réflexe conditionné après 3 ans où le silence était le signe que quelque chose n'allait pas. Chez Veritus, cependant, le silence signifiait que tout fonctionnait comme il se devait. 2 jours plus tard, Rosalie Vendon s'est approchée de mon bureau. « Tu t'adaptes vite », a-t-elle commenté. « C'est facile quand les gens documentent les choses avant qu'une catastrophe ne se produise », ai-je répondu. Elle a souri avec ce calme propre à quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. « C'est l'idée »,
a-t-elle dit avant de poursuivre son chemin. Ce même jour, j'ai commencé à recevoir des messages d'anciens contacts. J'en ai ignoré plusieurs jusqu'à ce qu'un autre de Nicolas Morin apparaisse, ils disent que tu as cassé quelque chose. Les systèmes tombent en panne de partout. J'ai lu cela, partagé entre l'amusement et l'exaspération. J'ai répondu, rien à voir, juste de la physique de base. L'entropie finit toujours par réclamer son dû. Il n'a pas répondu, probablement occupé à éteindre des incendies. Le vendredi, tout le monde parlait déjà du chaos chez Helix. Les discussions internes du secteur technologique étaient remplies de questions. Des captures d'écran de leur tableau de bord d'état avaient fuité, tout en rouge, certificats expirés, DNS mal configurés, échec de connexion. Un catalogue d'erreurs accumulées pendant des années. L'entreprise qui se vantait d'avoir une infrastructure solide était maintenant en tendance pour la raison opposée. Je n'avais absolument rien touché en partant, mais je connaissais chacune de ces défaillances. Je les avais avertis d'innombrables fois sur les renouvellements de certificats et les points de défaillance uniques. Ils m'avaient dit que j'étais trop pessimiste. Eh bien, voilà le résultat. Le négatif était arrivé directement en production. Cet après-midi-là, Rosalie m'a trouvé en train de lire un fil de discussion sur l'incident. « C'est ton ancien travail ?» a-t-elle demandé. « Oui, et ça a l'air grave. »« Les systèmes ne pardonnent pas l'abandon » a-t-elle commenté avec un demi-sourire. « Tu vas les sauver. »« Bien sûr » ai-je répondu, « s'ils peuvent en payer le prix. » Quelques heures plus tard, un de nos analystes m'a montré un extrait fuité d'une discussion interne d'Helix. Quelqu'un demandait, qui a accès à ce système? Un autre répondait, personne depuis qu'Adrien est parti. J'ai eu du mal à retenir mon rire. Le soir venu, plusieurs portails technologiques couvraient déjà la nouvelle, Helix System subit une panne massive, clients affectés, actions en chute de 15% en une journée. Leur communiqué officiel parlait d'une déconfiguration temporaire. Traduction, personne n'avait la moindre idée de ce qu'il faisait. Chez Veritus, l'atmosphère était complètement différente. Cette semaine-là, nous avons réalisé 3 déploiements réussis. Tous les moniteurs restaient au vert. Les alertes étaient résolues en quelques minutes. J'avais déjà commencé à réécrire des parties de leurs manuels internes pour perfectionner encore davantage leur réponse aux incidents. Rosalie est apparue derrière moi pendant que je travaillais. C'est excellent. L'équipe travaille déjà plus vite grâce à toi. J'ai haussé les épaules. Je ne fais qu'éliminer les étapes inutiles. Continue comme ça, a-t-elle dit. Tu donnes le rythme. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message de Nicolas Morin, ils perdent la tête. Ils se rejettent la faute les uns sur les autres. Noémie Terral organise des réunions d'urgence toutes les heures. Didier Harel a envoyé un email qui disait « Faites confiance à la direction ». J'ai répondu « Oui, ça a l'air très stable ». Nico a seulement envoyé une courte phrase après « Ils auraient dû t'écouter ». Samedi matin, je suis allé dans un café près de mon appartement pour consulter les dernières mises à jour. Le désastre dominait toujours les titres. Plusieurs clients importants envisageaient d'annuler leur contrat. De nouvelles captures d'écran de leur Slack ont fuité où l'on pouvait lire « Adrien a-t-il laissé un document à ce sujet? Où est le guide de basculement ?» À midi, un blog important a publié « Le seul ingénieur qui maintenait Helix à flot avait prévenu pendant des années. » Personne ne l'a écouté. Il ne mentionnait pas mon nom complet, mais ceux qui me connaissaient ont tiré leurs conclusions. Rosalie m'a écrit « Tu l'as vu? Tu es déjà célèbre sur Internet ?» ai-je répondu. Pas le genre de célébrité que je voulais. Elle a répondu « Tranquille, ça va exploser ou se tasser. Et s'il t'appelle, nous sommes là. » Mais le dimanche, ils n'avaient plus besoin d'appeler, ils insistaient. Mon téléphone a commencé à vibrer avec un numéro inconnu toutes les quelques heures. Je n'ai pas répondu. Lundi à l'aube, il a de nouveau sonné, cette fois avant le lever du soleil. J'ai failli le rejeter, mais la curiosité l'a emporté. J'ai répondu. Monsieur Vanel, c'est Vincent Arnaud, président du conseil d'administration d'Helix System, a dit une voix tendue, presque rigide. Nous devons discuter. Je me suis adossé à ma chaise, laissant le dossier absorber une partie du poids que je portais. La voix de l'autre côté de l'appel avait cette nuance que l'on reconnaît instantanément, le mélange inconfortable d'urgence et d'orgueil blessé.
Je n'avais pas besoin de le voir pour comprendre que j'avais affaire à quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut et à ce que tout le monde lui dise oui sans discuter. C'était évident dans chaque pause, chaque souffle retenu, chaque mot choisi avec un soin extrême pour ne pas paraître désespéré, même s'il l'était. Il n'a pas tenté de le nier. Nos systèmes de production sont en panne massive, a-t-il dit d'un ton qui se voulait professionnel, mais qui ne pouvait cacher le tremblement sous-jacent. Les clients menacent de rompre des contrats importants. Chaque minute qui passe, nous perdons plus d'argent. Nous avons besoin de votre aide. Fixez votre prix. J'ai laissé ce silence s'étirer un peu plus que de raison. Parfois, le silence a plus d'effet que n'importe quelle phrase. Je voulais qu'il comprenne que je n'étais pas venu le sauver. C'est lui qui était venu me chercher. 2000 € de l'heure, ai-je finalement répondu, un minimum de 6 heures payées d'avance. Travail à distance, accès limité et je n'accepte aucun engagement à long terme. Le soupir qui l'a poussé était presque un effondrement. D'accord, autre chose ? Oui, ai-je continué. Vous publierez des excuses internes admettant que vous avez mal géré mon licenciement. Vous publierez également une déclaration publique sur la page presse et sur LinkedIn. Vous rétablirez les indemnités que vous avez refusées ce trimestre et vous embaucherez Nicolas Morin en contrat à durée indéterminée avec un budget réel, pas ces chiffres fictifs que vous avez l'habitude d'attribuer. De plus, vous publierez une rectification interne expliquant que la clause de conflit d'intérêts était inactive lorsque vous m'avez licencié. Ce qui a suivi fut un silence âpre, dense. Je pouvais l'imaginer se pincer l'arête du nez, essayant de garder son sang-froid. Nous accepterons tout, a-t-il finalement dit. Réparez juste ça. La panique coûte plus cher que l'orgueil. 30 minutes plus tard, le service juridique de Veritus m'a envoyé un contrat d'urgence d'une page, sans détour, sans fioriture. Rosalie Vendon a autorisé l'opération desquelles a vu les termes. Elix a signé et a viré le paiement avec la rapidité de quelqu'un qui voit son entreprise prendre feu. Ils m'ont créé un compte administrateur temporaire appelé Consult X1, sûrement conçu pour être supprimé dès ma sortie du système. Quand je me suis connecté à l'appel vidéo, l'écran s'est rempli d'une douzaine de vignettes. Leurs visages reflétaient des nuits blanches, des lumières crues, des bureaux sentant le café rassis et la peur. Vincent Arnaud était assis au bout d'une longue table de conférence, la cravate desserrée, comme s'il tirait dessus depuis des heures. Benoît Lemaire, Noémie Terral et Didier Harel apparaissaient depuis leurs bureaux respectifs. L'apparence de Didier était la plus sincère du groupe, cheveux en désordre, visage épuisé, des yeux qui réclamaient du repos. Noémie, en revanche, portait un maquillage parfait, bien qu'une tension rigide se lisait sur son expression, comme si elle était sur le point de discuter par instinct. « Bonjour », ai-je dit sans inviter à la courtoisie. « Commençons par ce qui ne va pas. » Vincent a fait un geste vers Benoît. « Montre-lui les tableaux de bord. » Benoît a partagé son écran. Ils étaient là, des graphiques hors de contrôle, des erreurs se multipliant à la seconde, des voyants rouges clignotant sur chaque module, des échecs d'authentification, des files d'attente bloquées, des services entiers qui ne répondaient plus. J'ai reconnu plusieurs composants que j'avais moi-même documentés, mais le reste était des microservices ajoutés après mon départ, improvisés sans aucun critère technique. Vous avez laissé ça pousser comme de la mauvaise herbe, ai-je observé. Bien, voilà comment nous allons procéder. Personne ne touche à la production, sauf moi. C'est une intervention, pas une refonte. L'objectif est d'arrêter la chute en moins de 6 heures. Ensuite, nous verrons ce qui nécessite une véritable reconstruction. Noémie est intervenue avec le ton de quelqu'un qui croit encore avoir du pouvoir, vous n'avez plus d'autorité ici. Vincent l'a fait taire sans réfléchir. Maintenant, si. Asseyez-vous et laissez-le travailler. Sa mâchoire s'est crispée, mais elle a obéi sans discuter. Je me suis mis au travail. J'ai commencé par reconstruire les index endommagés d'Elasticsearch, j'ai compressé des téraoctets de vieilles données et j'ai réappliqué les politiques de rotation. Avec ça, le disque a cessé de se remplir comme un ballon sur le point d'éclater. Ensuite, j'ai supprimé les processus en double dans les cronjobs qui provoquaient des fuites de mémoire depuis des semaines. Le taux d'erreur a chuté en à peine 20 minutes. Ce n'étaient pas des solutions définitives, mais elles ont stoppé l'hémorragie. D'ailleurs, j'ai laissé des commentaires explicites dans chaque script indiquant qu'il s'agissait de correctifs temporaires. Benoît a tenté de reprendre le contrôle. C'est exactement ce que nous allions faire, a-t-il dit.
bien sûr, ai-je répondu, après l'avoir cherché sur Google, j'imagine. Il n'a plus ouvert la bouche. Ensuite, j'ai ajusté la limitation de débit de la passerelle d'authentification, réparé la couche de cache, renouvelé les certificats TLS expirés et laissé des scripts ordonnés pour que quiconque avec un minimum de jugement puisse les maintenir. Ironique, ai-je pensé. L'homme accusé de conflit d'intérêts était maintenant en train d'écrire le manuel de survie de l'entreprise. Toutes les 30 minutes, j'expliquais mes actions. Ceci réduit l'usure du disque. Ceci élimine la file d'attente bloquée. Ceci empêche les tâches de se chevaucher. Je n'avais pas besoin d'être sarcastique. L'efficacité parlait d'elle-même. Presque à la fin de la 3e heure, Didier a commenté, « Tu fais paraître ça trop facile. » Ça a toujours été facile, ai-je répondu, vous n'avez juste jamais écouté. À la 4e heure, de plus en plus de voyants verts ont commencé à apparaître. Les files d'attente du support technique se sont normalisées. J'ai vu le corps de Vincent se détendre enfin. Vous nous sauvez, monsieur Vanel, a-t-il dit. Pas exactement, ai-je clarifié. Je fais juste le travail pour lequel vous m'avez viré. Noémie a marmonné quelque chose. Peut-être une insulte, peut-être une excuse. Ça ne m'intéressait pas. À la 6e heure, tout était stable. Paiement, authentification, charge système, latence. Tout dans des plages normales. J'ai créé un ensemble de tickets détaillés avec des responsables et des dates pour les réparations profondes dont ils auraient besoin plus tard. Le système est stable, ai-je dit, mais il reste fragile. Si vous ne voulez pas que cela se reproduise, vous devrez refaire vos processus à partir de zéro, pas seulement le code. Vincent a acquiescé gravement. Il y aura un vote du conseil d'administration pour restructurer tout ça. Faites-le, ai-je répondu. Et embauchez des gens compétents. Arrêtez de mesurer la loyauté et la consommation de café. L'appel s'est terminé sans remerciements, sans applaudissements, juste de la fatigue accumulée. 15 minutes plus tard, le virement complet est arrivé chez Veritus. Urgence terminée. Heures enregistrées. Puis j'ai reçu une note de service interne copiée à la moitié de l'entreprise. Objet, déclaration de reconnaissance. Elix admettait que le licenciement d'Adrien Vanel avait été mal géré et contraire à ses valeurs d'entreprise. Il me remerciait pour mon professionnalisme dans la restauration du système. 10 minutes plus tard, ce même texte est apparu sur leur page publique et sur LinkedIn. C'est alors que Nicolas Morin m'a écrit, ils ont publié les excuses. Tu es en tendance sur le chat interne. La moitié des gens disent que tu leur as sauvé la vie. J'ai répondu, félicitations pour l'offre. Exige un budget avant d'accepter. Il m'a envoyé un pouce en l'air. Je me suis de nouveau adossé à ma chaise. La quiétude de mon appartement semblait lourde, mais propre. Sur l'écran secondaire, le tableau de bord de surveillance était toujours ouvert, tout au vert, charge normale, pas d'alerte. Le silence numérique était presque thérapeutique. C'est ainsi que se manifeste la compétence, dans la tranquillité. J'ai écrit un dernier message à Vincent, pour l'instant, ça va, mais ne confondez pas survivre et être en sécurité. Je l'ai envoyé, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai laissé la lumière du matin entrer par la fenêtre. Je pouvais imaginer Noémie essayant de couvrir ses erreurs, Benoît s'attribuant le mérite de la reprise et Didier planifiant une autre note de service vide de sens. L'orgueil qui a coulé cette entreprise était toujours là, incrusté comme de la moisissure sur un vieux mur, mais au moins pour l'instant, leur système n'allait plus s'effondrer au moindre problème. 12 000 € pour 6 heures. Pas mal pour quelqu'un qu'ils avaient qualifié de remplaçable. 3 mois plus tard, j'ai franchi pour la première fois les portes du nouvel espace de Veritus Dynamics et j'ai dû m'arrêter un instant. Sur le mur de verre, une enseigne impeccable annonçait « Fortify, division de conseil en sécurité ». Ma division. 10 personnes y travaillaient déjà, y compris Nicolas Morin, qui avait démissionné d'Elix pour nous rejoindre. C'était surprenant de voir à quel point l'ambiance contrastait avec le labyrinthe d'entreprises sans vie que j'avais laissé derrière moi. L'énergie du lieu était réelle. Les murs étaient couverts de tableaux blancs avec des schémas. Plusieurs écrans affichaient des tableaux de bord bien organisés. Même les plantes étaient authentiques, pas les imitations en plastique qu'Elix achetait par contrat. Sur le tableau de l'équipe, quelqu'un avait dessiné une caricature de moi avec le commentaire « Lead par feu ». Bonjour, chef,
m'a salué l'un des ingénieurs en passant. Bonjour, ai-je répondu. Et arrête de m'appeler comme ça. Je déteste juste les réunions plus que Rosalie Vendon, ai-je plaisanté, ce qui a provoqué des éclats de rire autour de moi. Fortify a grandi avec une rapidité que personne d'entre nous n'avait anticipée. Après l'effondrement d'Helix, les demandes ont commencé à affluer sans cesse. Toutes les conversations commençaient de la même manière, nous ne voulons pas devenir le prochain Helix. Nous n'avions pas besoin de campagne publicitaire. L'histoire se propageait d'elle-même. Dès le début, j'ai établi une règle de base, personne ne devait devenir une pièce irremplaçable. Chaque procédure était documentée. Il n'existait pas de point de défaillance unique et je ne permettais pas ces sauveurs nocturnes qui ne font que se détruire eux-mêmes et l'équipe. Les problèmes étaient résolus et les choses étaient laissées en meilleur état qu'à notre arrivée. L'ambiance le reflétait. Si quelqu'un s'absentait une journée, rien ne s'écroulait. Au milieu de la première semaine, Nicolas Morin est entré dans mon bureau en portant un petit pot. À l'intérieur, un cactus que j'ai immédiatement reconnu. Je l'ai trouvé sur ton ancien bureau quand je suis allé chercher mes affaires, a-t-il dit. Il a survécu à tout ce désastre. J'ai pensé qu'il méritait une seconde chance. J'ai souri. Employé numéro 2. En entendant cela, quelqu'un qui passait devant la porte a ajouté, promouvez le cactus avant qu'il ne se promeuve lui-même. Les rires n'ont pas tardé. Ce genre d'humour honnête était quelque chose qui n'avait jamais existé chez Helix. Là-bas, les gens riaient par obligation ou par nervosité. Nos projets étaient exigeants, mais raisonnables. Banque, start-up, entreprises de logistique. Tous cherchaient à renforcer leur défense sans dépendre d'une seule personne. Nous ne vendions pas la peur, nous vendions une préparation réelle. Rosalie Vendon passait souvent, bien qu'elle n'interférât jamais. Elle gérait les alliances stratégiques et je m'occupais des opérations. Tu as un bon rythme ici, a-t-elle commenté un matin en observant l'équipe réaliser une simulation d'incident. Je leur donne juste ce que je n'ai jamais eu, lui ai-je répondu. Des règles claires, assez de personnel et une reconnaissance réelle du travail. Elle a souri. Tu as transformé ton licenciement en promotion? Oui, ai-je admis. Moins cher qu'une thérapie. À la fin de ce trimestre, Fortify comptait déjà 7 clients importants. Notre nom commençait à apparaître dans les rapports du secteur et les actions de Veritus ont grimpé. On nous a même invités à une conférence de cybersécurité pour présenter une conférence intitulée « Construire des systèmes résilients sans épuiser les ingénieurs ». Sur scène, aux côtés de Rosalie Vendon, j'ai expliqué que les équipes épuisées créent elles-mêmes des vulnérabilités. Ce n'est pas le talent qui sauve les systèmes, ai-je dit au public. C'est la structure. Personne ne doit être un héros. Les héros se consument. À la fin, un jeune ingénieur m'a arrêté dans le couloir. Vous êtes le type d'Helix, celui qui est parti? Oui, ai-je répondu. Bien joué. Cet endroit était un désastre. Il l'est toujours, ai-je commenté. Il a éclaté de rire et est parti. Des semaines plus tard, un contact interne m'a envoyé une note de service. Mise à jour d'Helix. Noémie Terral avait démissionné en disant qu'elle cherchait un environnement moins hostile. Didier Harel avait disparu de LinkedIn, la rumeur disait que le conseil d'administration l'avait licencié en silence après avoir examiné sa conduite. Benoît Lemaire était toujours là, bien que complètement relégué. Il ne donnait plus de conférences, n'apparaissait plus dans les communiqués. Il existait simplement, mais sans aucun poids. Ironiquement, Helix a reconstruit une bonne partie de son infrastructure en se basant sur mes anciennes notes, celles qu'ils avaient ignorées quand j'étais encore là. Leur nouveau directeur de la sécurité a même mentionné Fortify comme modèle de processus. Rosalie Vendon m'a montré l'extrait lors d'une réunion. En gros, ils sont à copie, a-t-elle dit. Eh bien, ai-je répondu en haussant les épaules, au moins, ils ont appris quelque chose. Ce vendredi-là, nous sommes tous sortis déjeuner. C'était un chaos chaleureux. Des rires, des blagues, des plaintes concernant un fournisseur qui ne respectait pas la documentation de Nico. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais me reposer sans anticiper une alerte d'urgence. Il n'y avait pas de bombe à retardement cachée, juste le travail normal de gens compétents. Après le déjeuner, j'ai marché seul dans le centre-ville. Cela faisait des mois que je n'étais pas passé près du bâtiment d'Helix, mais la curiosité m'a vaincu.
Le logo était toujours là, bien qu'usé. À l'un des étages supérieurs, une pancarte à louer était accrochée à la fenêtre. La réception semblait plus terne que jamais, sans mouvement, sans énergie, juste une lumière blanche et froide qui se déversait dans la rue. Je suis resté quelques secondes à observer depuis le trottoir d'en face. Je ne ressentais plus de colère, mais une sorte de réflexion tranquille. Il m'avait licencié pour donner un message, mais le temps s'est chargé de clarifier quelle était la vraie leçon. On ne peut pas soutenir un empire bâti sur l'orgueil. Mon téléphone a vibré. Un message de Rosalie. Nouveau client confirmé. Un groupe financier à Londres veut une refonte complète. Voyage inclus. J'ai répondu, parfait. Évitons qu'il ne devienne un autre Elix. J'ai rangé mon mobilé, après un dernier regard sur le bâtiment, j'ai continué ma route. Ils m'ont licencié parce que j'avais 2 emplois. L'ironie, c'est que j'étais le seul à vraiment faire le sien. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.